Bonjour à tous. Lundi 22 janvier de cette semaine, il y a eu une réunion du Conseil de sécurité, au cours de laquelle Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a prononcé un long discours de 16 minutes sur la perspective de la Russie concernant la situation en Ukraine. Je vais ajouter l'intégralité de son discours pour que vous puissiez l'écouter lorsque j'aurai fini de parler ici. Je ne fais pas cela parce que je suis un propagandiste pro-Poutine, mais parce que je pense qu'il est très important de comprendre comment l'un des principaux belligérants de cette guerre perçoit la situation, ce qu'ils exigent officiellement devant les Nations Unies pour mettre fin à la guerre et comment ils veulent être perçus par le monde. C'est un document crucial pour les affaires courantes afin de comprendre les Russes et comment négocier éventuellement la paix. Lavrov déclare clairement que la Russie est toujours ouverte et a toujours été ouverte aux négociations de paix. Et l'Occident devrait certainement saisir cette opportunité. Le problème, bien sûr, est que l'Occident lui-même est pris dans un énorme réseau de propagande et ses propres mensonges. Maintenant, la chose intéressante ici est que, selon les règles des Nations Unies, l'un des 5 membres permanents peut toujours exiger qu'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU ait lieu. La Russie a utilisé ce pouvoir pour remettre sa solution au conflit en Ukraine à l'ordre du jour à plusieurs reprises. Il est clairement visible, à partir des réactions des ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, qu'ils sont agacés par les actions de la Russie et leur incapacité à les prévenir. Cette situation offre à la Russie une plateforme pour présenter sa version des événements. L'Occident accuse la Russie de propager de la propagande et de distribuer de fausses nouvelles. Cependant, la Russie refuse d'être exclue de la discussion mondiale. C'est une manière pour la Russie de contrer des initiatives comme l'idée apparemment absurde en Suisse de rassembler des représentants de 80 pays pour une conférence sur la paix sans inviter la Russie. La formule de paix de M. Zelensky, qui exige essentiellement la reddition inconditionnelle de la Russie, est irréaliste. Il est ridicule de penser que la Russie accepterait de telles conditions, surtout lorsqu'elle n'a pas été invitée à la conférence. En réponse, l'Occident utilise diverses plateformes en ligne pour promouvoir ses points de vue, incitant la Russie à réagir dans tous les autres forums disponibles, y compris les Nations Unies. C'est une dynamique importante dont il faut être conscient. Maintenant, avant d'écouter le discours original de M. Lavrov, je souhaite fournir 7 observations pour offrir un peu de contexte. Et puis M. Lavrov intervient dans l'original. Je vais mettre un horodatage dans cette vidéo pour que vous puissiez passer directement à cela si vous ne voulez pas entendre mes 7 observations. Mais les voici. La première observation est que M. Lavrov parle de n'avoir toujours pas l'intention d'éradiquer l'Ukraine ou le peuple ukrainien. C'est ce point de discussion occidentale sur la défense de l'Ukraine. Et si l'Ukraine perd, alors la nation ukrainienne elle-même disparaîtra. Lavrov dit que c'est une pure invention qui n'a jamais été l'idée. Il donne un exemple très intéressant. Il dit qu'aujourd'hui, presque 7 millions d'Ukrainiens avec des passeports ukrainiens sont sous la protection de la Russie, soit parce qu'ils y ont fui directement, ce qui représente environ 1 à 1,5 million de personnes, si j'ai bien mes chiffres, soit parce qu'ils se trouvent maintenant en Crimée ou sur le territoire contrôlé par la Russie dans le Donbass. Il compte donc toutes ces personnes ensemble et dit que ces gens sont déjà sous notre protection et nous ne les éradiquons pas. Nous ne les tuons pas. Nous ne les privons pas de leur culture ou de quoi que ce soit. Au contraire, nous faisons le contraire. C'est un argument frappant, car même en Occident, il n'y a pas de rapport d'abus à grande échelle contre les citoyens ukrainiens dans ces territoires russes. Au contraire, il y a des rapports que les gens en Crimée sont soumis à des amendes, et ainsi de suite. Les Russes utilisent maintenant cela comme un argument pour dire « Vous n'avez vraiment rien pour prouver que nous allons tenter un génocide, ce que vous prétendez que nous ferons. »
Deuxièmement, les accords de Minsk, dont il parle à nouveau, étaient une énorme supercherie. Et il est absolument clair qu'ils étaient une supercherie. Ce n'est pas seulement rapporté dans les médias russes. Par exemple, ce média ici est russe. Mais Angela Merkel et François Hollande, qui étaient à l'époque la chancelière de l'Allemagne et le président de la France, respectivement, ont admis que les accords de Minsk étaient toujours destinés à gagner du temps pour armer l'Ukraine. Cela a été une énorme déception pour M. Poutine. En fait, Poutine l'a dit lorsqu'il a été révélé en décembre 2022 qu'il croyait réellement avoir un véritable accord sous le format Normandie avec les Européens, ce qui incluait également M. Poroshenko d'Ukraine. Ces 4 dirigeants ensemble ont conclu un accord, disant « D'accord, voici comment nous résolvons la situation du Donbass ». Mais en fin de compte, même Merkel a admis en 2022 qu'il voulait toujours juste gagner du temps pour armer l'Ukraine. C'était une violation flagrante de la confiance de base entre les pays, au point que Merkel et Hollande l'ont même dit. Que Poroshenko le dise est une chose, mais que Merkel et Hollande l'admettent aussi. C'était une stratégie insensée, et cela sape réellement la confiance. C'est ce qui s'est passé, bien sûr, mais leur aveu sape encore plus profondément la confiance. Les Russes ne vont pas s'en remettre. Lors de la réunion de l'ONU, ils reviennent sans cesse sur le point qu'on leur a menti à plusieurs reprises, même par leurs partenaires européens. En même temps, ils affirment qu'ils sont européens et se demandent quand l'Europe réalisera que les États-Unis, en attaquant la Russie à travers l'Ukraine et en utilisant l'Ukraine, affaiblissent également l'Europe. C'est effectivement le cas. Le plus grand perdant de toute cette situation est bien sûr l'Ukraine, suivi par les Russes qui meurent sur le champ de bataille. Le troisième groupe affecté est celui des Européens, dont les économies souffrent alors que la capacité économique de l'Europe se déplace vers les États-Unis. Lavrov ne cesse de souligner ce point. Le quatrième point est que la guerre par procuration est également un moyen pour les États-Unis d'affaiblir l'Europe. Je m'excuse de me répéter. Le cinquième point que Lavrov soulève concerne les armes illégales que les États-Unis exportent vers l'Ukraine, telles que les munitions à sous-munitions. Il existe un traité sur l'interdiction des armes à sous-munitions, auquel ni les États-Unis, ni la Russie, ni l'Ukraine ne sont partis. Par conséquent, l'une de ces 3 nations se plaignant que les autres utilisent ou envoient ces munitions est quelque peu hypocrite. Néanmoins, il y a environ 120 pays qui font partie du mouvement contre les armes à sous-munitions. Cela donne naissance à des affirmations selon lesquelles cela ferait désormais partie du droit international, ce qui est contesté. Cependant, le point est que les munitions à sous-munitions sont des armes horribles. Les États-Unis les fournissent à l'Ukraine, et l'Ukraine les utilise sur son propre territoire contre les Russes. Cela contamine une grande zone de l'Ukraine. Lavrov prétend que l'Ukraine les utilise même contre son propre peuple dans le Donbass, ce qui, selon lui, prouve que les gens du Donbass ont besoin de la protection de la Russie. Vous pouvez voir comment les Russes sont très habiles à utiliser ces arguments et la situation de ce que l'Occident fait pour renforcer leur propre revendication d'être là pour protéger la population russophone de l'Ukraine. Les crimes de guerre et l'utilisation d'armes horribles, y compris celles qui utilisent de l'uranium appauvri, sont bien sûr terribles et devraient cesser. Heureusement, c'est la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Le désaccord porte sur qui devrait commencer à arrêter. Lavrov parle aussi de Gonzalo Lira et utilise son cas pour soutenir que les États-Unis ne se soucient pas des droits de l'homme, pas même de ceux de ses propres citoyens. Il affirme que Lira a été assassiné en Ukraine et est mort dans une prison ukrainienne. Une situation qui aurait dû être résolue par les États-Unis de manière simple et rapide. When that could have been resolved by the United States very straightforwardly, very quickly. And he uses that as an argument of saying, like, look, if we gave up the... Il soutient que si l'Ukraine devait abandonner son effort de guerre, des abus des droits de l'homme se produiraient immédiatement contre les russophones de l'Est
et que les États-Unis ne s'en soucieraient pas. Il pense que la situation en Israël étaye cette vue, démontrant que l'Occident ne se préoccupe des droits de l'homme que lorsqu'ils correspondent à ses propres intérêts. Sinon, il ferme les yeux, interdit les reportages de la région et reste indifférent à la mort potentielle de centaines de milliers de personnes. Il soulève un point valable. De plus, la Russie reste ouverte aux négociations de paix, ce qui est crucial pour mettre fin à ce terrible conflit. Il rejette le format de Copenhague comme insensé et inutile, arguant que la Russie ne se rendra pas inconditionnellement juste parce qu'une réunion est étiquetée comme une conférence de paix. L'histoire montre qu'une puissance ne se rend inconditionnellement que lorsqu'elle a été décisivement vaincue, comme l'Allemagne en 1945. Même le Japon, en 1945, n'était pas si vaincu qu'il ne pouvait pas négocier. Il a accepté une reddition inconditionnelle. Conference in 45 they accepted unconditional surrender. The peace conference where they then actually signed the peace agreement happened in San La conférence de paix, où ils ont effectivement signé un accord de paix, a eu lieu à San Francisco en 1953, après des négociations qui incluaient les Japonais. On a demandé aux Japonais de signer et beaucoup d'histoires s'est développée à partir de là. Les Japonais n'ont pas été battus au point qu'une telle conférence de paix puisse conduire à la fin formelle de la guerre. Maintenant, ce que M. Lavrov dit, c'est que la Russie veut que les conditions qui ont conduit à ce que l'Ukraine soit armée contre la Russie soient éliminées. Il dit aussi que le régime de Kiev ne peut probablement pas rester, ce qui est une position difficile, mais ce n'est pas une condition. La condition principale qu'il souligne est que les conditions sous-jacentes doivent disparaître. Ces conditions incluent toutes les munitions de l'OTAN et le fait de faire de l'Ukraine une partie de l'OTAN pour l'utiliser contre la Russie. Celles-ci doivent être écartées et les Européens ainsi que l'OTAN doivent s'engager à ne pas le faire et rendre vérifiable qu'ils ne le feront pas. Alors, la Russie est prête à mettre fin à l'opération militaire spéciale, qui est une guerre. Ils sont prêts à mettre fin à la guerre. Fait intéressant. À un moment donné, Lavrov la qualifie de guerre en cours, donc même lui ne peut pas complètement éviter le mot guerre. Ce sont mes observations. Maintenant, veuillez écouter le discours de M. Lavrov dans l'original. Ces types de sources sont toujours précieux. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Aujourd'hui, nous discutons une fois de plus de la situation en Ukraine dans le contexte de la poursuite de la fourniture d'armes occidentales au pays et de l'envoi de mercenaires occidentaux là-bas. Nous avons pris des mesures pour éliminer les mercenaires français près de Kharkiv. Nous venons d'entendre la déclaration de M. Ibo, adjoint au haut représentant pour les affaires de sommet. Nous sommes reconnaissants pour les informations et recommandations fournies au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, la grande majorité des experts impartiaux voient très clairement que le facteur clé entravant les progrès vers un règlement pacifique de la crise ukrainienne est le soutien continu de l'Occident au régime de Kiev. Malgré le fait qu'il est manifestement en agonie et incapable d'atteindre son objectif, à savoir infliger une défaite stratégique à la Russie ou, comme il a été dit récemment, au moins affaiblir mon pays. La réalité est que malgré l'échec total des forces armées ukrainiennes sur le champ de bataille, les patrons occidentaux du régime de Kiev continuent de les pousser. Ils sont maniaques dans cette poursuite, les incitant à poursuivre une confrontation militaire insensée. Ceci est fait sous le couvert de fausses affirmations, selon lesquelles l'effondrement du régime de Zelensky serait une menace existentielle pour les Ukrainiens et que la Russie veut les subjuguer. Ceux qui se penchent sur les origines de la crise ukrainienne peuvent clairement voir que de telles déclarations manquent de toute vérité. La Russie a initié l'opération militaire spéciale en février 2022, qui n'était pas contre l'Ukraine ou le peuple ukrainien. Nous partageons toujours des liens fraternels avec eux. Ce n'est pas par hasard qu'après 2014, près de 7 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge en Russie.
Nous avons été contraints de commencer l'opération militaire contre un régime criminel excessivement agressif qui agissait en toute impunité. Ce régime, malgré des années d'efforts, a choisi de ne pas mettre fin à la guerre contre ses propres citoyens dans le sud et le sud-est de l'Ukraine. Il a également choisi de ne pas arrêter la politique de discrimination totale contre les Ukrainiens russophones, qui sont toujours majoritaires dans le pays. Le régime de Zelensky a fait cela en violation des accords de Minsk, qui ont été approuvés par le Conseil de sécurité, et en violation des principes de base d'une société civilisée et de son fonctionnement. C'était aussi une violation flagrante des droits humains fondamentaux, y compris les droits des minorités nationales qui sont garantis par la Constitution ukrainienne. Les soutiens occidentaux du régime de Kiev, qui étaient derrière le coup d'État institutionnel à Kiev il y a 10 ans, n'ont pas seulement échoué à contenir les dirigeants du groupe de Kiev pendant tout ce temps, mais ont aussi, sous le prétexte des accords de Minsk, continué à armer l'Ukraine et à la préparer pour la guerre avec la Russie. Nous savons cela à ce jour comme un fait, et cette information provient des révélations des personnes qui ont participé directement, qui ont rédigé et signé les accords de Minsk et qui les ont soumis à la considération et à l'approbation de ce Conseil. La raison pour laquelle l'Occident s'est comporté de manière aussi cynique et criminelle est évidente. Washington et d'autres capitales l'ont récemment déclaré ouvertement. Sans perdre la vie de leurs propres soldats, l'Occident combat la Russie en utilisant les Ukrainiens. Il pense que la Russie doit être réduite à sa juste mesure. Le président Biden a même parlé de cela comme d'un excellent investissement. D'autres responsables américains ont utilisé l'expression « investissement merveilleux » et leurs collègues britanniques ont fait écho à ce sentiment. Dans une tentative pour obtenir l'accord du Congrès sur le nouveau paquet d'aide pour l'Ukraine, les représentants de l'administration actuelle se sont montrés encore plus cyniques. Par exemple, nous savons d'après ce qu'ils disent que 90% du budget militaire accordé par les États-Unis au régime de Kiev reste aux États-Unis, étant utilisé pour développer l'industrie militaire du pays et pour mettre à jour son armement. Pendant ce temps, l'Ukraine est approvisionnée en équipements obsolètes. La plupart des grandes entreprises et usines ukrainiennes, telles que celles fabriquant du lithium, ont été vendues à des Américains. De plus, les terres arables sont sous un bail indéfini à des prix très bas. Un très bon exemple ici est que l'entité Soros a reçu des terres avec de la terre noire arable dans le but d'y enterrer leurs déchets chimiques occidentaux. M. Blinken, le secrétaire d'État des États-Unis, souligne que le soutien continu à l'Ukraine garantit la création de nouveaux emplois aux États-Unis. C'est comme s'il ne parlait pas de financer une guerre, qui a déjà entraîné la perte de centaines de milliers de vies en Ukraine, mais d'une entreprise commerciale rentable. Les Européens, en particulier ceux qui pensent avec bon sens, devraient se réveiller et comprendre qu'en utilisant le régime de Zelensky, les États-Unis ne font pas seulement la guerre à la Russie, mais traitent également de la question stratégique d'affaiblir considérablement l'Europe en tant que concurrent économique. Washington a sapé son indépendance énergétique et déclenché des tendances de crise dangereuses dans l'économie européenne et la sphère sociale. Je n'ai même pas trop insisté sur la question de l'acte de terreur sur le gazoduc Nord Stream. Les États-Unis bloquent toute tentative de mener une enquête internationale honnête sur cet incident, et les dirigeants européens actuels, en particulier en Allemagne, sont obéissants et silencieux. Ils se sont résignés à ce genre d'humiliation publique. Dans le même temps, la plupart des membres de l'Union européenne continuent d'obéir docilement à ce que Washington leur dit de faire. Doing what Washington is telling them when they supply new weapons to Kiev, they're emptying their own arsenals. Lorsqu'ils fournissent de nouvelles armes à Kiev, ils épuisent leurs propres arsenaux qui seront reconstitués en achetant ce qui est fabriqué par le complexe militaro-industriel américain.
Les Européens seront forcés de trouver suffisamment d'argent pour cela. Les marchands d'armes ne sont pas dissuadés par le fait que leurs armes, y compris les munitions à sous-munitions et les armes à uranium appauvri, sont utilisées de manière méthodique, impitoyable et intentionnelle pour frapper les infrastructures civiles. Cela a été le cas lors des frappes contre les zones résidentielles à Belgorod le 30 décembre et hier contre les marchés et les magasins à Donetsk. Le sang de dizaines de civils tués pèse sur la conscience de ceux qui arment Zelensky, tout en disant en même temps que les autorités de Kiev peuvent déterminer elles-mêmes les cibles de leurs frappes. Nous nous souvenons comment les Anglo-Saxons, sans aucune nécessité militaire, ont bombardé Dresde en février l'an 45. Il n'y a pas si longtemps, Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie ont été rasés. Et maintenant, ils ont des successeurs très dignes pour leurs méthodes terroristes barbares. L'approvisionnement continu en armes du régime corrompu de Zelensky présente un autre aspect dangereux, le désir d'en tirer profit. Car à Kiev, les autorités revendent simplement des armes occidentales au marché noir. De telles offres peuvent être trouvées sur le darknet. Some of Western weapons on the black market. You can find such announcements on the darknet. It's difficult to agree. Il est difficile de convenir que cela se fait sans l'implication de l'Occident, car une main lave l'autre. L'un des exemples les plus récents est celui des fusils américains M16, qui pouvaient être achetés par n'importe qui sur Internet en échange de crypto-monnaies. Et, bien sûr, c'est le genre de situation dont les groupes terroristes profitent. Ils acquièrent les armes, qui vont ensuite en Afrique, au Proche-Orient et en Amérique latine. Cela apporte une instabilité supplémentaire dans des régions déjà instables. Cette situation scandaleuse a atteint une telle échelle qu'il n'est plus possible de l'ignorer. Même les États-Unis ont dû reconnaître officiellement le problème. Un rapport récent publié par le Pentagone parle de la diversion d'armes qui étaient destinées aux forces armées ukrainiennes. Le montant ici dépasse le milliard de dollars et je suis sûre que c'est une estimation prudente. 40 000 unités d'armement, y compris des drones et des lance-grenades, n'ont pas encore été comptabilisées. Je comprends que des inspecteurs américains sont allés à Kiev pour évaluer la situation sur le terrain et je leur souhaite tout le succès possible. Monsieur le Président, nous avons entendu de nombreuses fois, et nous l'entendrons probablement encore aujourd'hui, de la part de nos collègues occidentaux, cette déclaration déloyale. Que si la Russie arrête de combattre, la guerre se terminera. Mais si l'Ukraine arrête de combattre, cela mettra fin à la guerre. Les hautes sphères des États-Unis sont allées jusqu'à suggérer que la Russie attaquerait la Pologne, les États baltes et la Finlande. Il y a de nombreux scénarios que l'on peut imaginer si l'objectif est de sécuriser le financement du Congrès et des parlements européens, en les convainquant de la nécessité de continuer à soutenir l'Ukraine, même au détriment des finances de leurs propres citoyens, jusqu'au dernier dollar et euro. En demandant à la Russie d'arrêter son opération militaire spéciale, ils comprennent que si cela devait arriver, le régime de Kiev panserait ses plaies, puis continuerait ses tentatives d'éradiquer tout ce qui est russe. Culture, histoire et identité religieuse qui existent depuis des siècles. Le régime de Zelensky persisterait à promouvoir un concept étranger au peuple, à savoir un nationalisme extrême, et à glorifier ceux qui, aux côtés des nazis, ont détruit des centaines de milliers de Juifs, de Roms, de Russes, de Polonais et d'Ukrainiens pendant la Seconde Guerre mondiale. La dictature se renforcerait, la répression contre l'opposition et toute dissidence s'intensifierait, et le nombre de prisonniers politiques augmenterait. Pendant ce temps, les démocraties occidentales continueraient de fermer les yeux sur ces problèmes et de garder le silence, comme elles le font maintenant. Même après qu'un citoyen et journaliste américain, Gonzalo Lira, aurait été torturé à mort dans une prison du service de sécurité ukrainien. Was tortured to death in the prison of the Ukrainian Security Service, and his crime was that he was publishing objective. Son crime était qu'il a publié des matériaux objectifs critiquant Zelensky. Pourtant,
Personne en Occident, surtout aux États-Unis, n'a officiellement commenté sa mort. Aujourd'hui, les délégations occidentales et le représentant du régime de Kiev n'auront probablement pas le courage de commenter ce crime scandaleux de Zelensky et de ses collègues. Au lieu de cela, nous entendrons parler de l'agression russe et des déclarations soutenant le régime de Kiev. Les mensonges et la lâcheté de ces patrons ont été clairement affichés dans la mise en scène trompeuse à Boucha en avril dernier. Nos nombreuses demandes pour les noms de ceux qui auraient été tués par le personnel de service russe ont été ignorées. J'ai abordé cette question plusieurs fois avec le secrétaire général, en vain. Il n'est tout simplement pas autorisé à rechercher la vérité parce que la vérité exposerait les marionnettistes occidentaux. Que se passerait-il si l'Ukraine cessait de combattre? Des centaines de milliers de personnes, actuellement rassemblées dans les rues, les bars et les églises pour être utilisées comme chair à canon, auraient la vie sauve. Elles sont destinées à mourir pour protéger les intérêts géopolitiques de l'Occident. To die to protect the Western geopolitical interests. Their lives would be spared. There are no Ukrainian people's interest in their war. Les intérêts du peuple ukrainien ne sont pas représentés dans la guerre de leur pays contre la Russie. De tels intérêts n'ont jamais existé. Ce ne sont que les intérêts des anglo-saxons, de leurs laquais et de la direction corrompue et criminelle à Kiev. Avec l'Occident, ils se couvrent mutuellement. Ils craignent ce qui leur arrivera après la fin de la guerre. Ils ont fait obstruction aux accords de Minsk et ont gaspillé une chance de paix en avril 2022 en rejetant la conclusion d'un traité de paix. Malgré le fait que le régime de Kiev ne survit que grâce au soutien de l'Occident, ils ne veulent pas la paix aujourd'hui. C'est un sujet dont les commentateurs parlent déjà. Beaucoup de gens en Ukraine commencent à réaliser qui est leur véritable ennemi et qui les a menacés avec des mensonges sur la Russie et a tenté d'effacer leur histoire. Ce changement de conscience devient évident sur les réseaux sociaux, malgré la censure. Finalement, la vérité sur la façon dont les gens vivent en Crimée et dans d'autres territoires réunifiés avec la Russie sera révélée. Contrairement aux prédictions des propagandistes de Kiev, les Russes et les Ukrainiens vivent ensemble en paix. Les nouvelles autorités s'occupent des problèmes du peuple au lieu d'enrichir. Le contraste est clair. C'est pourquoi cette information est supprimée en Ukraine et en Occident. That is why in Ukraine and the West, this information is being suppressed. It's dangerous because it shows how Russians and Ukrainians can... C'est dangereux car cela montre comment les Russes et les Ukrainiens peuvent et doivent vivre dans des conditions où l'Occident n'est pas autorisé à interférer dans la relation entre les peuples frères, ni à agir en tant que colonisateur essayant de monter les deux peuples l'un contre l'autre. En tant que frères et bons voisins, ils vivront après la fin de cette opération militaire spéciale qui atteindra ses objectifs militairement ou pacifiquement. Nous n'avons jamais renoncé à une résolution pacifique. Le monde était prêt à négocier, non pas sur la manière de maintenir en place la direction du régime de Kiev, mais sur la manière de surmonter un héritage destructeur de pillage du pays et de violence contre son peuple qui dure depuis une décennie, et d'éliminer les raisons de la tragique situation ukrainienne. Tous les autres plans de paix, formules et plateformes que le régime de Kiev et ses soutiens ne cessent de présenter, n'ont rien à voir avec la paix et ne sont utilisés que comme un prétexte pour continuer la guerre et continuer à recevoir de l'argent des contribuables occidentaux. Il est regrettable que le secrétariat de l'ONU risque sa réputation en participant au format absolument surréaliste dit de Copenhague. Toutes ces formules sont une route vers nulle part, et plutôt Washington, Londres, Paris et Bruxelles s'en rendront compte, mieux ce sera pour l'Ukraine et l'Occident. L'Occident, pour qui la croisade contre la Russie a déjà créé des risques réputationnels et existentiels clairs. Mon conseil est de tenir compte de cela et de le remarquer avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie de votre attention. I thank you for your attention.